l'équipe technologie et pratique, anciennement Axe Texico. Mes domaines de recherche principaux sont de manière générale la sociologie des usages et des usages du numérique, ce qui signifie comment on s'en sert et quel sens on donne à un usage qu'on fait, notamment pour moi, du numérique. La production et la circulation des données de santé, et puis dans quelle mesure on peut mettre en marché et sous quelle forme on met en marché des données de santé. Et puis, de manière plus générale, la socio-économie. Je m'intéresse à la construction sociale des marchés, qu'est-ce qui fait qu'un marché peut émerger, puis exister, se maintenir, ou pas. Donc ce projet AFICOM, Anticipation fictionnelle et communication autour des métavers, il a bénéficié d'un financement de projet exploratoire de l'UTT l'année dernière, ce qui nous vaut globalement cette présentation ici, puisque ce sont ces projets exploratoires qui sont ensuite présentés. Et ont participé à ce projet Joris Philippe, ici présent, qui est informaticien, Michel Marcossia, qui est en infocom, et donc moi-même en tant que sociologue. Alors je définis un peu ces deux éléments, parce que dans notre projet, on a donc anticipation fictionnelle et communication autour des métavers. Donc je vais démarrer avec métavers, et puis ensuite je vais vous expliquer ce que c'est que ces anticipations fictionnelles, cette appellation un petit peu barbare. Alors le métavers, ou les métavers, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un petit peu difficile à décrire. Du point de vue de l'iconographie, à chaque fois, on voit des villes un peu futuristes et des casques de réalité virtuelle si on tape métavers sur Google ou tout autre moteur de recherche. Quand on s'intéresse un peu plus aux définitions, je vais y revenir après de manière un peu plus exhaustive, mais finalement, les choses les plus génériques qu'on trouve à propos des métavers, c'est que ce sont des mondes virtuels et que ce sont des mondes immersifs. Ça veut dire beaucoup et vraiment pas beaucoup à la fois, monde virtuel et immersif. C'est flou, et ce flou, il a une importance, on va revenir dessus après. Parce que finalement, quand on parle de métavers, en fonction des définitions, on peut référer à de la réalité virtuelle, c'est-à-dire un casque de réalité virtuelle, ou pas. On peut référer à de la réalité augmentée, ou pas. À de la 3D, ou pas. À un phénomène qui doit se passer en ligne impérativement, ou pas. À un phénomène qui est synchrone, ou pas, persistant, ou pas. Interopérable entre ces univers virtuels, ou pas. Et puis, on peut y intégrer, si on a envie, de l'IA, de la blockchain, bref, on peut mettre un petit peu tous les buzzwords et puis les coller dans, éventuellement, ça c'est dans le métaverse ou pas. D'accord. Mais ce qu'on doit retenir comme définition un peu générique et le soupçon de définition stabilisée, c'est ça, monde virtuel immersif. D'accord. Quelque chose donc de très large. Donc, moi, ce qui m'a intéressé immédiatement, c'est de me dire, ces métaverses, donc ces mondes virtuels immersifs, qu'est-ce qu'on en fait du point de vue marchand ? Qui est en train de promouvoir ce ou ces métavers, quelle définition on en donne, et puis à partir de là, quel marché ça va pouvoir draguer. C'est là qu'arrive cette notion d'anticipation fictionnelle. Alors, anticipation fictionnelle, c'est une notion que j'emprunte à Jens Becker, qui a écrit cet ouvrage, Imagine Futures. De manière générale, dans le domaine de la sociologie ou de l'étude des sciences et techniques, Science and Technology Studies, les STS, eh bien, on a une grosse littérature qui porte, de manière générale, sur la perception du futur par les acteurs. Pour agir dans le monde, il faut bien s'imaginer un futur, ou se concevoir une image du futur pour pouvoir agir dessus. Prendre une décision, c'est bien anticiper ce que sera le futur. À partir de là, eh bien, on a une littérature qui va essayer de comprendre ce qui peut structurer, permettre de former ces perceptions du futur par les acteurs, notamment dans le cadre de l'innovation et de l'innovation technique. Alors, on a plusieurs notions comme ça qui vont apparaître dans cette littérature des STS, qui sont plus ou moins proches les unes des autres, qui toujours renvoient à cette idée de futur. On peut avoir des visions, les visions qui sont des anticipations spéculatives et projectives, qu'on va retrouver chez Connor notamment, les imaginaires sociotechniques qu'on retrouve chez Jasanoff. D'autres auteurs comme Pierre-Benoît Joly en France parlent de promesses technoscientifiques et étudient les régimes des promesses technoscientifiques. En d'autres termes, on essaie de comprendre quels sont les grands types de promesses technoscientifiques et puis leurs évolutions. Et puis, du côté de Jens Becker, donc l'auteur qui m'a intéressé, on parle d'anticipation fictionnelle. Alors, si on a envie de s'amuser à faire une revue littérature un petit peu exhaustive, on peut détricoter chacune de ces notions, essayer de comprendre ce à quoi elles renvoient plus spécifiquement. Ici, ce ne sera pas vraiment nécessaire dans notre présentation, on s'en fiche. Ce que je voulais vous montrer, c'est que dans la littérature, on a plein de manières d'aborder cette question de comment on se figure le futur. D'accord ? Et puis comment on essaye d'amener sur notamment une innovation, par exemple là en l'occurrence les métavers, eh bien tout un tas de représentations du futur qui sont associées à ces métavers. Jens Becker, ce qui l'intéresse dans les anticipations fictionnelles, je vous en donne sa définition, ce sont des représentations d'états futurs du monde et de relations causales qui viennent éclairer les prises de décision des acteurs dans des situations d'incertitude. En d'autres termes, le futur, c'est incertain. Pour pouvoir agir, les acteurs ont besoin de se le figurer. À partir de là, qu'est-ce qui va produire ces anticipations fictionnelles ? La question, c'est
qu'est-ce qu'on a pour pouvoir produire ces anticipations du futur? Parce que finalement, si je résume à l'extrême, on pourrait se poser une question, est-ce que je dois investir dans le métavers ou pas? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que si je suis un acteur public, j'ai envie de faciliter l'émergence de ces métavers ou pas? Cette question, finalement, pour y répondre, j'ai assez peu de données fiables, de données tangibles. À partir de là, je vais m'appuyer sur tout ce que j'ai à disposition. Ce que j'ai à disposition, ça peut être des récits, d'accord, simplement une marque qui fait un petit storytelling. Ça peut être des mises en scène. Si je fais une publicité en lien avec le métaverse, qu'on verra tout à l'heure, eh bien, comment je le mets en scène? Qu'est-ce que je mets en scène? Comment je le mets en scène? Quelle technologie? Quels acteurs? Dans quelle situation? Ça va renvoyer à des promesses également. Dans le futur, il se passera ceci, ou il ne se passera pas cela. On va y revenir également. Et puis, on va s'accrocher à des références, notamment dans le cas des nouvelles technologies, de manière assez fréquente, et c'est tarte à la crème de le dire, mais des références de science-fiction, auxquelles on va essayer de faire référence de manière plus ou moins explicite. Alors, pourquoi est-ce que c'est intéressant pour nous de travailler sur les anticipations fictionnelles liées au métaverse? Plusieurs types d'enjeux. Du côté de la recherche, finalement... pour moi, ce qui est intéressant, c'est d'essayer de mieux comprendre le rôle des récits et des promesses dans le processus d'innovation. L'innovation, c'est pas juste une nouveauté technique ou technologique, c'est pas juste un nouvel artefact. L'innovation, c'est un processus. C'est le fait d'engager des acteurs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rôle de ces promesses dans le fait qu'on puisse ou pas engager un acteur. Et in fine, donc, générer l'existence d'un marché. Le marché, il n'apparaît pas tout seul, il faut des gens qui y croient, il faut un régulateur qui donne un cadre. Comment tout ça se construit? Et puis, autre enjeu, comprendre des spécificités de ces promesses quand on parle de technologie numérique, ce qui est notre occupation ici et au lycée. Du côté des enjeux socio-économiques, finalement, mieux comprendre ces promesses, la construction de ces promesses et de ces anticipations, ça permet d'améliorer la prise de décision en termes d'investissement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant de savoir si tel acteur privé investit ou pas, mais c'est notamment ce que vont faire les institutions publiques. Est-ce qu'au niveau de l'Union européenne, au niveau de l'État français, au niveau des collectivités territoriales, finalement, notre décision d'investissement dans telle ou telle nouvelle technologie, elle est censée. Pour le comprendre, il faut essayer d'éclairer la manière dont on construit ces promesses socio-techniques. Et puis, il y a des enjeux environnementaux. Puisque finalement, on va le voir, je vais discuter un petit peu des questions environnementales également dans cette présentation. Finalement, les promoteurs de ces technologies, ils accompagnent leurs promesses économiques de promesses environnementales. Dire qu'on peut évoluer demain dans le métavers, c'est non seulement dire que ça va permettre de produire de la croissance, ça va créer des emplois, c'est également dire que, on pourra faire des réunions à distance de manière super immersive, on n'aura plus besoin de prendre l'avion, donc écologiquement c'est très intéressant. Ça aussi, ça participe d'une promesse positive et d'une vision positive du futur qui est proposée par le promoteur de la technologie. Et donc ça, il faut les discuter, les situer, ces promesses, et puis finalement, ça va nous renvoyer une question assez importante de manière générale sur l'évaluation de l'empreinte environnementale du numérique, auquel ne fait pas exception le métaverse. En fait, il y a des enjeux de lutte entre des acteurs quand il s'agit d'estimer l'impact environnemental d'une technologie. Donc voilà un petit peu ce qui pour moi est important et justifie un travail sur ces promesses liées au métaverse. Donc le plan de la présentation, je vais passer rapidement sur les méthodes et puis sur des matériaux qui sont mobilisés. Ensuite, je reviendrai sur les différentes définitions qui existent du métaverse. On va voir dans quelle mesure elles se chevauchent ou pas, et puis dans quelle mesure elles finissent par être extrêmement larges, floues. Ensuite, on s'intéressera aux mises en scène des métavers. Alors les mises en scène de métavers, à travers 2 points, je vais peut-être passer très vite sur le premier, qui est une analyse de la presse. Comment la presse parle du métavers, qu'est-ce qui est dit sur le métavers dans la presse. Et puis on prendra un petit peu de temps pour s'intéresser à la mise en scène des métavers dans les publicités, notamment la première campagne publicitaire que l'entreprise Meta, ex-Facebook, a proposée vis-à-vis des métavers. On verra comment on met le métavers en scène dans ces pubs. On verra que là encore, il y a une forme de flou, d'accord, qui est conservée autour de finalement ce qu'est effectivement le métaverse. Ce qui va nous intéresser ensuite, une fois qu'on aura vu ces mises en scène, c'est que finalement, même si le métaverse a été un peu critiqué, ringardisé, notamment par le poids qui est accordé à l'intelligence artificielle dans les médias quand il s'agit de parler de nouvelles technologies en ce moment, malgré tout cela, il y a bien des volontés d'investissement. Investissement à tous les échelons, notamment des institutions publiques. À partir de là, comment on passe de ces promesses à ces décisions d'investissement économique, dans quelle mesure les promoteurs des métavers ou des cabinets de conseil vont produire des chiffres, comment ils produisent des chiffres,
Et puis je terminerai ensuite en évoquant la question de la mesure de l'impact environnemental, puisque de manière tout à fait hasardeuse et opportuniste, je me suis retrouvé embarqué l'année dernière dans un groupe de travail qui portait sur l'impact environnemental du métavers, et donc je vais me permettre d'en parler un petit peu, puisque là encore, il y a des enjeux importants liés aux promesses. Donc les méthodes et les matériaux. Alors, à l'origine, parce que là il va falloir immédiatement expliquer que le projet qui est présenté ici n'est pas le projet qui avait été financé. Le gros point essentiel qu'on avait imaginé dans ce projet AFICOM quand on a demandé un financement et obtenu, eh bien, c'était de faire une extraction de Twitter, assez massive en français et en anglais, d'accord ? Et puis à partir de là, faire de l'analyse de réseau et puis de l'analyse lexicométrique sur cette base de données qui serait extraite de Twitter. Certains d'entre vous savent peut-être que Twitter, au moment où on a commencé notre projet, a fermé ses portes avec le rachat par Elon Musk, merci. Donc, on a abandonné tout simplement cette extraction de Twitter. Parce qu'on pouvait avoir des solutions un peu plus lentes, un peu plus artisanales. Babigay avait tenté de nous aider, mais bon, voilà. On n'a pas réussi à produire une base de données intéressante. Donc finalement, ça c'est parti complètement de côté. Donc on s'est concentré sur l'analyse de la presse, l'analyse de la campagne publicitaire, et puis finalement, pour moi, l'intérêt pour l'observation du groupe de travail sur l'empreinte environnementale. Donc ce qu'on déploie un petit peu comme méthode et puis comme matériau ici, donc une analyse lexicométrique sur une extraction de titres de presse, sur lequel je vais revenir, de presse française. Je vais aller sur Europresse, qui est un site à partir duquel on peut retrouver des titres de presse nationaux et internationaux. J'ai extrait tout un tas d'articles qui parlent tout simplement de métaverse, et puis j'ai fait un peu de statistiques très simples dessus, descriptives, à partir d'un logiciel qui s'appelle Iramutech, je vais y revenir. Ensuite, Michel Marcossia s'est occupé de faire une analyse sémiotique de la campagne publicitaire de Meta, que je vais vous proposer, présenter succinctement ici. Troisième type de matériel d'analyse, on a dépouillé des rapports publics et puis des rapports issus de cabinets de conseil qui notamment essayaient de chiffrer l'impact économique futur des métaverses. Une observation participante dans ce groupe de travail sur l'impact environnemental du numérique. En gros, c'est le SHIFT, je ne sais pas si vous voyez, le SHIFT Project, qui est une ONG qui fait de la mesure d'impact environnemental assez généraliste et qui a maintenant des sections thématiques, qui a engagé il y a un an un travail sur l'évaluation de l'empreinte environnementale des mondes virtuels. Et donc, c'est ce groupe de travail-là que j'ai pu observer. Et puis, en complément de ça, j'ai réalisé des entretiens à la fois avec des membres de ce groupe de travail et puis des entretiens avec des professionnels du secteur des technologies immersives et du dit métavers. Voilà pour le type de méthode et de matériaux qui vont être mobilisés dans cette petite présentation. Je vais aller vite puisqu'il est déjà 15. Donc sur les définitions des métavers, on a des définitions qui sont assez larges. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, la définition qui est donnée par Meta, alors Meta c'est l'ex-Facebook, l'expression de métavers, quand est-ce qu'elle a vraiment explosé? Elle est née avant dans des récits de science-fiction, mais quand est-ce que l'expression métavers a explosé dans le champ médiatique? Fin 2021, quand Facebook a changé de nom pour s'appeler Meta et a annoncé l'arrivée du métaverse. Finalement, la définition du métavers par Meta, elle est assez drôle. On pourrait s'imaginer qu'eux, pour le coup, si ce sont les parents du métaverse, ils ont bien une idée très précise de ce que c'est. Pour eux, c'est la prochaine évolution des connexions sociales. Voilà. Et le successeur de l'Internet mobile. On peut difficilement faire moins précis, d'accord, quand on parle de technologie. Il sera possible de se connecter, d'apprendre, d'acheter, de travailler, de jouer, mais on ne dit rien du tout sur le fait qu'il y a des casques ou pas de réalité virtuelle, sur le fait que ça doit être en 2D ou en 3D, sur le fait que ça doit être en ligne ou pas. A priori, ça va être en ligne puisqu'on peut se connecter et puis discuter avec des personnes et vivre des événements culturels. Mais voilà, la définition n'est pas si précise que ça. Si on s'intéresse à Gartner, qui est un cabinet de conseil, là on a bien un espace en 3D qui doit être partagé. On a une convergence entre le virtuel et le monde physique et ça doit être persistant. Un métaverse, c'est persistant. Du côté de McKinsey, là encore, c'est immersif. Là, il doit y avoir de l'interaction en temps réel. D'accord ? Donc si c'est asynchrone, c'est plus du métaverse. Si c'est synchrone, ça peut être du métaverse. J'essaye d'avancer assez vite. Alors, EPRS, c'est le service de recherche du Parlement européen. Puisque l'Union européenne s'est intéressée à partir de 2022 au métavers, ça a commencé à produire de premiers rapports. Aujourd'hui, c'est plus la Commission qui travaille dessus, mais du côté des services de recherche du Parlement européen, c'est immersif, constant, en 3D et avec des personnes qui interagissent. Donc il va falloir que ce soit en ligne, constant et en 3D.
Mission interministérielle en 2023 sur les métaverses en France, des mondes virtuels en 3D, en temps réel, immersifs, persistants et partagés. Là, pour le coup, on a tout. D'accord ? On se dit qu'il faut qu'il y ait absolument tout pour que ce soit un métaverse. Et la vraie consécration, elle vient d'arriver puisque le Robert a rentré une définition du métaverse. Donc on a une définition dans un dictionnaire maintenant. Le métaverse est un anglicisme informatique, c'est un univers virtuel tridimensionnel persistant offrant à ses utilisateurs représentés par des avatars une expérience interactive et immersive. Là on commence à se dire, ok, a priori dans ce que j'ai de partagé finalement, bon, si j'oublie Meta qui nous a fait le truc le plus flou possible, on a toujours au moins de l'immersif, on a toujours au moins un monde virtuel, et on a fréquemment l'idée que c'est partagé, qu'il y a des interactions entre des individus. Mais finalement, ces définitions, elles peuvent aller de World of Warcraft, qui est un jeu qui a, Joris, 20 ans, jusqu'à la matrice. Hein, le fantasme de la matrice dans le film, ça correspond aussi à ça, quoi. Donc voilà, donc on ne sait pas trop si c'est finalement, dans le versant de l'innovation, est-ce que c'est un rebranding ou est-ce que c'est une nouveauté. World of Warcraft, n'importe quel jeu en ligne, colle avec cette définition de ce que sont les métavers. Alors, je vais peut-être passer sur la presse parce qu'il est déjà 18, on va y aller un petit peu vite. En gros, ce que j'avais fait, c'est que j'avais pris un petit corpus de presse qu'il faut que je réactualise avec des collègues de Paris 4. On avait tiré 1700 articles et puis on s'est amusé à utiliser un logiciel qui s'appelle Iramutech, qui est basé sur R, qui permet en fait de dépioter les textes en plusieurs sections et puis qui ensuite permet de les clusteriser et puis de produire des classifications thématiques à partir de ces clusters. Bref, c'est intéressant, mais il faut qu'on aille vite, donc je zappe. Voilà. Alors, la mise en scène des métavers, si je m'intéresse à la campagne publicitaire qu'en a fait Facebook, ce que je trouve particulièrement intéressant, eh bien, elle démarre donc en fin 2021. Mark Zuckerberg annonce que Facebook c'est mort, maintenant c'est Meta, et Meta qu'est-ce que c'est? Le cœur de métier ça va être le métaverse, l'internet de demain. Cette annonce elle est accompagnée d'une vidéo introductive qui nous explique ce qu'est le métaverse. La vidéo elle démarre comme ça, donc on a Mark Zuckerberg qui est dans un salon virtuel et puis qui va rejoindre ses amis dans le métaverse. Et donc, en gros, il se plonge là dans un monde. Alors, il n'a pas d'équipement dans la vidéo, mais il se retrouve plongé dans cette espèce de vaisseau spatial dans lequel il flotte un petit peu. Il y a des amis qui sont en robot, qui sont en train de jouer aux cartes. Et donc, c'est « Salut Marc, comment ça va? On flotte dans l'espace? Qui a créé cet endroit? C'est cool! Un créateur que j'ai rencontré à LA. Cet endroit est incroyable. » Et donc, voilà. Donc, le point de départ, évidemment, là, je me moque un petit peu, ce qui n'est pas vraiment le rôle d'un chercheur, mais ce qui est intéressant dans cette vidéo, finalement, c'est qu'elle démarre, encore une fois, pas avec quelque chose de très concret. On nous dit que le métaverse, c'est la prochaine évolution d'Internet et que Mark Zuckerberg flotte dans l'espace. D'accord ? Ce qui est, on en conviendra tous, pas forcément ce à quoi la technologie concrète va correspondre. Donc là, encore une fois, l'idée, elle est plus de faire référence à des fantasmes un petit peu de science-fiction plutôt qu'à un dispositif ou un artefact technique ou social spécifique. Alors, le métavers va faire l'objet d'un petit jeu, Horizon World, donc qui est censé être un petit démonstrateur de ce que c'est vraiment le métaverse. En gros, Meta ne définit pas le métavers quand on va sur le site de Meta. En revanche, il propose bien une galaxie de produits qui sont censés être des briques de ce métavers, notamment des casques de réalité virtuelle et puis de premiers jeux, des univers virtuels dans lesquels on peut essayer de comprendre ce que ça veut dire d'aller dans le métavers. Parce qu'on ne va pas sur le métavers comme on va sur Internet, mais on va dans le métavers, à l'intérieur, puisque c'est un univers. Ce qui est intéressant, c'est que Horizon World, finalement, ça marche pas très fort. Ça va être un bid vers quelques centaines de milliers d'utilisateurs, puis ça va s'effondrer assez rapidement. Le métavers va faire l'objet de quelques moqueries, finalement, de la part, notamment d'acteurs dans la presse spécialisée. Et Meta va lancer, fin septembre 2022, début septembre 2022, une campagne publicitaire pour essayer de reprendre un petit peu la main, en disant non mais ça va arriver notre truc, arrêtez de vous moquer, c'est pas parce que Horizon World n'est pas très bon que le métavers est mort. Cette campagne publicitaire elle va se composer d'un spot, une vidéo, et puis de plusieurs publicités papier qu'on pouvait par exemple retrouver dans Le Monde, dans lesquelles on met plusieurs situations en scène, des étudiants
qui reçoivent des espèces de... Donc ils sont dans le métavers, qui reçoivent des espèces de sphères qui sont des molécules et puis qui peuvent se passer pour voilà, la pédagogie. Une jeune femme qui s'entraîne, une jeune médecin qui s'entraîne à ouvrir un cœur dans le monde virtuel. Des étudiants qui peuvent voir des scènes de l'art romantique pour mieux apprendre l'histoire, ou un agriculteur qui porte ses lunettes, bon là c'est plus de la réalité augmentée que de la réalité virtuelle, pour voir les zones où ces arbres manquent d'eau de manière directe, donc entre le monde réel et le monde virtuel. Alors ce qu'a fait Michel Marcossia, je vous passe les détails de sa grille d'analyse, mais il s'est dit à chaque fois, ok, si je prends ces pubs, si je prends la vidéo, quels acteurs sont présents, quelles technologies sont présentes, qu'est-ce que c'est la mise en scène? Quand est-ce que l'écran il passe avec des grandes bandes noires pour nous dire que finalement en fait c'est une vidéo un peu de film, et puis quand est-ce qu'on revient à un format d'écran classique? Bref, tout le fond comme la forme, il s'est amusé à dépioter un petit peu ces spots et puis ces publicités. Il relève un certain nombre de faits assez rigolos. Par exemple, je vous prends un exemple pour chacun de ces trois éléments. Bon, là on a des étudiants qui sont dans un amphithéâtre et on nous dit le métaverse, ça va nous permettre de mieux étudier. On voit un prof qui tient une espèce de cellule virtuelle, qui la lance sur les étudiants la reçoivent et font « waouh » et ils se la repassent. C'est bien, mais en fait, ça ne nous dit pas ce que va être le métaverse concrètement pour des étudiants et en quoi ça va aider à la pédagogie. Ça nous dit on peut recevoir une balle cool. D'accord ? Ensuite, ici, on a quelque chose là beaucoup plus concret. On se dit, grâce à cette nouvelle technologie, on va pouvoir s'entraîner de manière virtuelle et plus immersive à ouvrir un cœur humain pour pouvoir ensuite mieux opérer. Là, on se dit, d'accord, là, on a un cas, pour le coup, extrêmement concret. Si ça permet à une chirurgienne de s'entraîner avant de m'opérer, moi, je suis complètement favorable. Mais là, ce qui est un peu plus étonnant dans cette vidéo, c'est que finalement, tout l'équipement qui est porté par cette femme est un équipement qui n'existe pas. Elle a des doigts haptiques, on nous explique donc en fait qu'elle peut ressentir le cœur grâce à ses doigts haptiques, mais en fait ce sont des tout petits embouts en latex qu'elle a au bout des doigts qui sont des technologies qui n'existent pas aujourd'hui. D'accord ? Il y a des recherches sur l'haptique qui sont intéressantes, mais on est très très loin. Donc ça peut-être, mais en fait ça c'est plus dans 40 ans qu'en 2023. Et puis je finis avec juste le petit fun fact de celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez d'ici, mais en fait tous les étudiants là quand ils sont en métaverse, il faut bien qu'on puisse différencier les humains de la mise en scène. Et donc dans la pub, comme dans la vidéo, comme dans le spot écrit, enfin dans la publicité presse, et ben on a ces étudiants comme ça, on les distingue parce qu'ils sont transparents et qu'ils sont un peu bleutés. Et en fait, c'est le même type d'habillage que les hologrammes de Star Wars. C'est Michel qui avait remarqué ça. C'est assez intéressant. Donc voilà, il y a des petites références comme ça, un petit peu truffées à droite à gauche, qui sont je trouve, assez rigolotes sur à quoi on fait référence quand on vend le métavers. Donc tout ça pour dire, pour aller assez vite puisqu'il est déjà 25, qu'on a un cadre spatial qui va être divisé entre le monde réel et le monde virtuel et qui parfois, on le voit notamment dans la publicité, est un peu flou, on ne sait pas vraiment si on est dans le métavers, pas dans le métavers, s'il y a des gens qui sont en train de rentrer dans le métavers mais qui ne portent aucun équipement, puis finalement ils se retrouvent à être un peu dans le monde réel et ils ont des équipements mais ils n'en ont de nouveau plus dans le plan d'après. Bref, on ne sait pas vraiment quand on est dans le réel, quand on est dans le virtuel et quels équipements physiques on est supposé porter pour avoir cette expérience. Des temporalités qui sont un petit peu floues, je vous passe le détail, mais on a la moitié de la voix off qui nous dit des choses au futur et l'autre moitié au présent, donc on ne sait pas vraiment où on en est. Et puis des équipements, ça je vous en ai parlé, qui sont soit absents, soit des équipements qui sont un peu anticipés. Donc tout ça pour nous dire que, ces métavers, on nous montre dans ces publicités qui vont être intéressants, qui vont nous rendre éventuellement plus productifs, qui nous permettent de mieux apprendre, qui sont ludiques, mais on reste sur des cas d'usage qui sont un petit peu flous. D'accord ? Soit ça manque de concret, soit ça manque de réalisme, parce que ce sont des technologies qui peut-être apparaîtront un jour, mais qui ne sont pas à l'ordre du jour. Alors ce qui nous a intéressé, je n'ai pas refait avec la nouvelle campagne publicitaire, mais il y a une campagne publicitaire qui est sortie fin 2023, et le slogan de Meta a changé. Le slogan qui était « Même si le métavers est virtuel, son impact sera réel », a été effacé au profit de « Le métavers a déjà un impact ». Il fallait bien signifier que non, on parle de choses présentes. Alors, donc, les définitions sont un petit peu floues et larges. Les cas d'usage présentés par les promoteurs dans les campagnes publicitaires sont assez flous et assez éloignés du monde réel. Donc on peut se demander, finalement, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de nous vendre ? Est-ce que c'est des casques de réalité virtuelle ? Est-ce que ce sont des briques technologiques ?
Reste que ça n'empêche pas un certain nombre d'acteurs d'essayer de transcrire ces définitions et ces spots en prospective économique, en anticipation de ce que serait le poids économique du métavers ou des métavers dans un certain nombre d'années. Alors vous pouvez aller regarder, tous les grands cabinets en ont fait, hein. Si vous allez du côté de Ernst & Young, de Gartner, de McKinsey, vous en avez. Je vous ai pris le McKinsey qui est la plus ambitieuse, 5 000 milliards d'euros d'ici à 2030. D'accord ? 5 000 milliards d'euros. Donc on arrive à des sommes un petit peu délirantes. Comment est-ce qu'on arrive à 5 000 milliards d'euros dans maintenant 6 ans, alors qu'en l'état on est à quelques millions aujourd'hui? On est à quelques centaines de millions si on s'intéresse au casque de VR. Eh bien finalement, eux-mêmes se servent de cette définition très floue et large des métaverses. Le fait que cette technologie elle ne soit pas bien définie, c'est très pratique quand vous voulez faire de la prospective et que vous voulez un petit peu dire à vos investisseurs « allez-y ». En fait, le fait que ce soit flou vous permet d'agréger tout un tas de secteurs préexistants derrière cette définition floue qui vous permet de maximiser ce qu'on pourrait attendre de ce marché, de la croissance de ce marché. Donc là, dans le cas de McKinsey, en fait, c'est qu'on met tout le secteur de jeux vidéo dans le métaverse, qui est déjà existant, mais on le met dans le métaverse. On prend tout le secteur de la VR dans le métavers, le NFT dans le métavers. En fait, tout ce qui peut être lié de près ou de loin à une des définitions et qui rentrerait dedans, on va la mettre dans le métavers. À partir de là, on peut aboutir à ces 5 000 milliards d'euros dans 6 ans. Moi, évidemment, je suis Monsieur Dupont, je me dis, ouais, un marché qui fait aujourd'hui 300 millions et qui va faire 5 000 milliards dans 6 ans, j'ai l'impression que j'ai une perspective de retour sur investissement assez intéressante. Ça m'invite à investir. Alors, toujours, là je vous ai pris ça ce matin. C'est la courbe, l'évolution, donc sur Google, hein, c'est la courbe de la valeur boursière de Meta sur 5 ans. Meta était assez florissante jusqu'en 2021, et après il y a eu toute cette crainte sur le métavers, ça va faire un bid, tout le monde a compris que c'était n'importe quoi, c'est le flop, dégringolade. Oui, alors pendant un an ça a été un petit peu compliqué, depuis ils ont redépassé leur performance 2021. On est à plus de 1300 milliards aujourd'hui pour Meta. Donc a priori, ça va pas si mal de leur côté. La question, c'est est-ce qu'on investit ou pas? Eh bien en fait, je vous ai pas mis les données ici, mais vous pourrez me les redemander si vous voulez. Mon petit listing Excel. Est-ce qu'on investit ou pas? Moi, ce qui m'intéresse encore une fois, ce sont les acteurs publics. Finalement, des collectivités territoriales, elles investissent. Le Grand Est a sa mission, Grand Est Innovation. On se demande comment on va investir dans le métavers. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas rater le train en marche. Et donc, on va avoir des acteurs qui seront clés dans les briques du métavers. Donc, Grand Est investit dans le métavers. La Commission européenne investit dans le métavers. Les discussions sont en cours pour savoir la taille de l'enveloppe et puis le périmètre de l'enveloppe, mais, enfin, non pas métavers, excusez-moi, monde virtuel. La Commission européenne veut investir dans les mondes virtuels. Et puis, même chose hein, au niveau national, puisqu'on a eu en fin d'année dernière la fin d'une mission interministérielle pour essayer de comprendre les opportunités économiques liées au métavers. Alors, quels sont les motifs invoqués pour investir dans le métavers? Il y en a deux. Le premier, c'est le potentiel de croissance. On n'est pas fou, on a besoin de croissance pour créer des emplois, donc de dynamisme économique. À partir de là, si on se dit qu'il y a une technologie émergente, on a envie de la prendre. Le deuxième, c'est la peur de rater un virage technologique. Et ça, c'est présent dans tous les rapports. Il ne faut pas rater le virage ou il ne faut pas rater le train en marche. De ce point de vue, ça rejoint pas mal les motifs invoqués pour la position de la France sur l'IA Act en ce moment. L'IA Act, la France, ces derniers mois sur l'IA Act, donc le cadre de régulation de l'intelligence artificielle, a freiné l'émergence de ce cadre de régulation, hein, a tenté de le freiner, elle apparaît ici, mais elle a tenté de le freiner en invoquant le fait qu'on allait brider le développement de l'IA sur le sol européen, donc rater le virage technologique de l'intelligence artificielle. Aka, on va se faire manger par les Chinois et les Américains, en gros, si on résume à la hache. Il y a un peu ce même sentiment sur le métavers, il faut investir pour ne pas rater le chemin. Point intéressant, du côté de Meta, quand on fait une étude qui a été donc, de Christensen, qui a été commandée par Meta, comment Meta sur quoi Meta base ses chiffres pour essayer de comprendre ce que serait l'impact éventuel économique du métaverse, notamment en Europe. Hein. Meta propose pour chaque région mondiale des rapports personnalisés pour expliquer aux gouvernants dans quelle mesure on peut espérer attendre la création de PIB et d'emplois grâce au métaverse. Eh bien, l'hypothèse sous-jacente des chiffres de Meta, c'est que la courbe de développement du métaverse et des casques de réalité virtuelle notamment va suivre celle du développement du mobile.
qui est en fait la plus grosse réussite technologique de l'histoire. Donc, dans cette logique-là, ça nous amènerait à 5 milliards de casques en circulation d'ici à 2050. En gros, un taux d'équipement de 90%. Si on a 5 milliards de casques en circulation d'ici à 2050, j'ai un peu dépassé le temps, donc je vais aller très vite. Ça veut dire qu'on peut espérer avoir de grands retours sur investissement, si on les croit. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout de se dire, finalement, si on fait 5 milliards de casques de réalité virtuelle, si on imagine qu'il y aura 5 milliards de casques de réalité virtuelle en 2050, qu'est-ce que ça veut dire du point de vue environnemental? Alors, je voulais vous présenter un petit peu tout le travail du groupe du Shift Project sur la mesure de l'impact environnemental. On pourra en discuter si vous voulez dans les questions, je pourrais revenir dessus abondamment. Mais je vais très vite aller vers la fin. Vous expliquer que si on a 5 milliards de casques de VR en 2050, qu'est-ce que ça impliquerait d'un point de vue empreinte équivalent carbone? Le CEPIR, donc un groupe de travail cas d'études pour un immersif responsable, qui a été financé notamment par l'ADEME et le ministère de la Transition énergétique, a produit une ACV de casques, de plusieurs casques. Les ACV les plus basses arrivaient à 88,7 kg d'équivalent CO2 par casque, sur l'intégralité du cycle de vie. Les plus mauvais casques, on arrivait à 98,8 kg. En d'autres termes, entre 88 et 100 kg par casque. Si on se base, on fait la multiplication toute bête, de 5 milliards de casques VR en 2050, ça veut dire qu'on arrivera à 440 à 494 mégatonnes de CO2 par an, juste pour les casques de réalité virtuelle. C'est un peu moins que la France. La France, aujourd'hui, je crois qu'on est à 590 mégatonnes. Sachant qu'on est un des gros pays émetteurs au niveau mondial. Donc, est-ce qu'on est prêt à faire ça? Il y a tout un tas d'autres éléments sur lesquels je pourrais revenir si vous voulez dans les questions, notamment des conflits d'usage de terres rares. En d'autres termes, d'ici une trentaine d'années, en fait, il faudra choisir entre faire des IRM ou faire des processeurs pour des casques de réalité virtuelle. Donc, est-ce qu'on a envie de favoriser l'un ou l'autre? D'éventuels redimensionnements d'infrastructures réseau, des effets de substitution, mais qui sont peut-être contrebalancés par des effets rebonds, des effets d'offre, bref, énormément de choses à prendre en compte. Et finalement, ce qui m'amène à me demander si, au-delà de savoir si on va tous vivre dans le monde virtuel, eh bien, la question c'est plus de savoir dans quelle mesure le métavers peut vivre dans le monde réel, en termes de soutenabilité. Voilà, désolé d'être passé extrêmement vite sur cette question environnementale, je pourrais la reprendre pendant les questions. Et puis, je suis déjà à 33 minutes, donc je vais m'arrêter là. Merci. Maintenant, on va passer à la section des questions. Donc, par rapport au choix de métaverse, etc., il se trouve que Meta, c'est pas celui qui a révolutionné le métaverse. Et il y avait dans l'histoire récente, par exemple, Second Life aurait été un bon aspect à prendre en compte pour voir comment ça pourrait se développer. Pourquoi est-ce que ça aurait été pris en compte? Ouais, alors Second Life, j'en ai pas parlé ici, bien sûr que en fait Second Life c'est d'ailleurs un des arguments centraux pour les personnes qui ont envie d'évoquer la possibilité d'émergence d'un marché important autour du métavers, c'est Second Life. Second Life, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un genre de jeu vidéo réseau social qui préfigurait un peu ce que peut être le métavers. En gros, vous pouviez aller dedans, vous aviez un avatar, il y a des commerces qui sont développés dessus, je vais revenir juste après. Donc on pouvait aller discuter avec des personnes sur Second Life. Il y avait un certain nombre de micro-communautés. Ça n'a jamais été un jeu massif. La question étant de savoir, est-ce que c'était pas massif parce que c'était à l'époque confidentiel, que le niveau d'équipement en informatique, en accès réseau était plus léger qu'aujourd'hui, et donc aujourd'hui le potentiel d'un vrai Second Life serait présent. C'est un peu un des paris autour de Metaverse. Un des éléments importants sur Second Life, c'est qu'en fait Second Life a nourri des bulles spéculatives. Sur Second Life, on pouvait acheter des parcelles, des terrains. Il y a quelques personnes, une dizaine de personnes dans le monde, qui ont fait fortune en achetant des tonnes de parcelles de terrain sur Second Life au moment où ça commençait à monter. Puis à partir de là, petite bulle qui s'enclenche, si les personnes commencent à faire de l'argent, d'autres personnes achètent. Et donc en fait, il y avait à un moment plus de transactions sur ces parcelles que finalement d'événements qui étaient organisés dans le jeu. Entre deux termes, c'était vraiment une bulle. C'était une bulle où le gros de l'investissement dans les parcelles métavers, c'était pas dû au fait que dans Second Life, c'était pas dû au fait qu'on pense que dans Second Life, il y allait avoir un commerce qui allait se développer, qui allait rentabiliser ces parcelles. C'est le fait que d'autres personnes allaient racheter ces parcelles encore plus chères parce que les parcelles se vendaient bien. Ces bulles technologiques, elles sont assez fréquentes. On a eu un exemple avec Tesla récemment. Je ne sais pas si vous avez regardé les
courbes de Tesla, mais la valeur boursière de Tesla était complètement ahurissante et déconnectée complètement de ces nombres de ventes de véhicules ou de la rentabilité éventuelle de ces dividendes, y compris sur une centaine d'années. C'est de la pure bulle spéculative. L'idée était, j'achète des actions Tesla parce qu'il y a des gens qui sont fous, qui sont prêts à acheter des actions Tesla très chères, et je pourrais les revendre à des gens encore plus fous que moi. Bon. Donc voilà pourquoi Second Life, pour moi, c'est intéressant, c'est dans cette mesure où finalement, ça montre le caractère très spéculatif des attentes autour de ces nouvelles technologies, mais je ne l'ai pas présenté là, parce qu'en fait, en soi, je suis pas persuadé que Second Life, finalement, est tellement compté dans ce qu'est le métaverse aujourd'hui. Voilà. J'avais une question. Pourquoi est-ce que l'intérêt pour Meta a descendu? Ouais. Alors, il y a eu plusieurs éléments. Je vais revenir dessus. Tac, je remets ça. Vous voulez dire en termes de valeur boursière? Oui, mais aussi le fait que au début, ils ont commencé avec c'était 300 000 milliards d'utilisateurs et après il a descendu à 200 milliards. Alors, il y a plusieurs éléments à donner là dans cette réponse. Millions, parce que oui, milliards ça va être beaucoup. Mais ça marche quand même. Plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, alors il y a ce qui est lié au métavers et ce qui n'est pas lié au métavers. D'abord, dans ce qui n'est pas lié du tout au métavers, il y a l'idée que parmi les grandes boîtes technologiques, si vous prenez Apple, si vous prenez Microsoft, si vous prenez Amazon, qu'on peut considérer comme une boîte technologique, en fait, ce sont des entreprises qui sont un peu plus diversifiées que Facebook dans leur rentrée d'argent, et un peu plus diversifiées dans le type de service qu'elles vont produire avec une meilleure maîtrise de leur écosystème. Facebook, en fait, le gros de Facebook, enfin de Meta aujourd'hui, c'est son réseau social. C'est son réseau social et c'est la publicité sur son réseau social. Le problème, c'est que tous les réseaux sociaux, comme tout type de produit, subit un cycle de vie. Il y a un moment, un petit pic, puis après, on finit forcément par un petit peu perdre. Facebook, aujourd'hui, si je caricature à l'extrême, c'est un réseau social de vieux. Donc les jeunes vont sur TikTok, dans 5 ans, ce sera plus TikTok, parce que TikTok, ce sera un truc un peu plus vieux. Et tous les réseaux sociaux, comme ça, ont leur durée de vie et puis sont attachés à une tranche d'âge. Mais donc Facebook perd, et c'est normal, quelques utilisateurs, en tout cas un arrêt de sa croissance, être dans une phase un petit peu avancée de son cycle de vie. Le problème, c'est que par rapport à d'autres entreprises technologiques, Facebook n'a pas encore trouvé, et ils ont investi massivement dans énormément de produits, mais ils n'ont pas encore vraiment trouvé ce que serait leur prochain marché qui serait porteur. Et donc, à la différence d'Apple qui peut compter sur ses ordinateurs et sur ses téléphones, à la différence de Google qui peut compter sur sa position ultra monopolistique et encore sur les moteurs de recherche, à la différence d'Amazon qui a le cloud, qui a les serveurs en plus de ses plateformes de logistique, Facebook est un peu nu, entre guillemets. Donc ça, c'est les choses qui ne sont pas liées avec le métavers. Et puis après, dans ce qui est lié au métavers, Meta subit ce qu'on appelle les cycles hype-hope. En gros, quand on sort une nouvelle technologie, on fait des promesses. On fait des promesses pour essayer d'attirer des investisseurs, d'attirer des consommateurs. Ces promesses, elles sont presque toujours... Il y a des auteurs qui discutent de ça, donc là je simplifie, mais on peut discuter de la pertinence de ce modèle. Mais on a une phase de hype, d'intérêt. Puis ces promesses vont être toujours très élevées pour essayer d'attirer de nouvelles personnes. On dit qu'on va faire une technologie de rupture, ou qu'on va disrupter le marché, vous voyez ? Et finalement, en fait, c'est rarement le cas. Donc ces promesses, ces espoirs qui vont être dragués par ces promesses, ils vont être déçus pendant un temps. Au moment où ils vont être déçus, on va avoir, notamment, ça peut se ressentir en termes de valeur boursière, notamment pour une entreprise qui a dit c'est notre virage stratégique de faire du métavers. Alors après, il y a des discussions que je vous épargne, mais il y a des discussions dans la littérature sur finalement la pertinence de ce modèle, et est-ce que dire que c'est naturel de naturaliser ce cycle, d'abord la hype, puis ensuite une déception. Est-ce que c'est pas déresponsabiliser des acteurs et les encourager à toujours faire ces promesses déraisonnables qui peuvent avoir des impacts économiques, sociaux, environnementaux délétères? Donc voilà, il y a des discussions dans la littérature, je ne vais pas aller beaucoup plus loin. Et donc, Facebook, 2021, annonce que le futur d'Internet, c'est le moment où donc c'est le premier réseau social du monde encore, hein. C'est une des premières valorisations boursières mondiales, c'est le premier réseau social dans le monde, donc on fantasme un peu ce qu'est Facebook et ce qu'ils peuvent faire. C'est des acteurs qui apparaissent un peu comme tout puissants. Ils nous disent, le futur d'Internet, on est en train de le faire aujourd'hui. Ça remonte. Finalement,
ils présentent leur casque de réalité virtuelle qui marche pas si bien, Horizon World qui marche pas si bien, tout le monde commence à comprendre que c'est un petit peu flou. Beaucoup de critiques. Et si on regarde, je vous ai passé l'analyse de la presse, mais l'analyse de la presse jusqu'à fin 2021, elle est dithyrambique, c'est le futur. À partir de fin 2021, toute l'année 2021, on a des entreprises qui annoncent qu'elles-mêmes elles vont créer leur propre équipe métavers. Je vous prends un exemple. Mince, comment il s'appelle Unreal bon, tant pis, j'ai oublié le nom des entreprises, il y en a une autre, Disney. Voilà. Pour un autre exemple, Disney va créer sa propre équipe métavers et va investir je ne sais plus combien de centaines de millions dans le métavers, ils font des annonces. Ça, c'est le début de l'année 2021. Fin 2021-2022, début 2022, c'est l'inverse, patatras, Disney annonce que, en fait, ils ferment leur section métavers, qu'elle n'est pas si pertinente. Le jeu Horizon World sort et fait un échec complet. Donc là, on arrive dans cette phase de déception. Il y a une énorme promesse et le futur d'Internet, finalement, phase de déception, ça retombe. Mais c'est là qu'on a l'intérêt d'avoir ces projections de la part, et le soutien notamment de la part de cabinets de conseil et de relais, qui vont continuer à produire du chiffre et à essayer de produire de la connaissance sur le fait que, en effet, le métavers, ça va être rentable, ou que c'est déjà rentable. Et si vous voulez une preuve que finalement le métavers, même si on peut commencer à ne plus y croire, ça a quand même un intérêt financier, vous oubliez un peu de préciser que c'est finalement le secteur du jeu vidéo que vous êtes en train de mesurer, mais vous dites, regardez, ça pèse déjà très lourd. Oui, mais parce qu'en fait, le jeu vidéo préexistait, mais tant pis. Si vous le comptez comme étant métavers, vous pouvez dire, si, continuez, allez-y, investissez. Ça va finir par marcher. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve à avoir, finalement, et ça c'est la partie que je veux investiguer, sur laquelle j'aimerais écrire dans la fin de l'année, c'est qu'est-ce qui pousse à la prise de décision des pouvoirs publics de manière concrète. C'est-à-dire que là, on a plein de rapports qui sortent sur c'est intéressant, ça pourrait créer des emplois, il faut qu'on y aille. Mais qu'est-ce qui déclenche ça? Qu'est-ce qui fait que ces pouvoirs publics ont la peur permanente de rater un virage technologique? Moi, c'est ça qui va m'intéresser. Parce que finalement, ces marchés-là, ils émergent notamment pourquoi? Parce que Facebook met de l'argent, beaucoup d'argent, mais en fait, les acteurs privés, assez vite, ils ont été frileux. L'exemple de Disney, par exemple. Au début, on investit, puis quand il y a la phase de déception, oui, en fait, on retire nos billes là. En plus, il y a l'intelligence artificielle qui a fait beaucoup de mal au métavers. L'intelligence artificielle, ah oui, là, on voit beaucoup plus ce que ça veut dire, donc on va investir dans l'IA à la place. Qui est-ce qui reste en dernière instance pour faire vivre ce marché, pour faire émerger ce marché? Les pouvoirs publics. Et donc les impôts des uns des autres. Qui sont injectés dans des boîtes qui vont dire, coup, nous, on fait du métavers. Si vous voulez un exemple équivalent de comment on attire des investissements, vous pouvez aller lire le livre d'Alexandre Olivier sur la tech, qui s'appelle La Tech. Donc sur l'intelligence, notamment sur le développement de la Silicon Valley, et il a un chapitre sur l'intelligence artificielle qui est absolument fabuleuse. Il interviewe des jeunes entrepreneurs qui vont dans la Silicon Valley, qui essaient de s'incruster dans les soirées mondaines, et qui expliquent comment, en plaçant le mot IA au bon moment dans une phrase, ils peuvent récupérer quelques centaines de millions de dollars d'investissement. Je vous invite à lire ce chapitre, il est absolument fascinant, sur ces prises de décision d'investissement. Voilà. Donc en ce moment, le métaverse, moins le mot à la mode que intelligence artificielle, mais reste qu'on a des pouvoirs publics qui, eux, investissent. Voilà, j'espère que ma réponse n'était pas trop... C'est spéculation. Évidemment, c'est toutes ces questions, c'est dans quelle mesure des promoteurs arrivent ou non à rendre crédibles ces promesses. Formuler une promesse, et par quel biais on arrive à rendre ça crédible. Par quels acteurs on doit passer, quel type de discours ou de contenu on doit produire pour avoir une chance de réaliser cette promesse. Parce que cette réalisation de promesse, elle va passer par le fait d'enrôler d'autres acteurs. C'est un truc assez voisin de ce qu'on peut retrouver dans les travaux latouriens ou de Calon sur la théorie de l'acteur réseau. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ça. Mais toute cette question de, finalement, toute cette définition de l'innovation comme un processus, c'est un processus d'enrôlement d'acteurs. Pour réussir à convaincre d'autres acteurs, les embarquer. Et si on arrive à faire ça, on arrive à rendre réel son anticipation du futur. Est-ce qu'on pourrait avoir des détails sur votre implication dans l'étude sur les data environnementales métaverse? Alors, sur le métaverse, donc c'est le Shift Project qui avait un groupe de travail monde immersif. Et moi, on m'a fait venir tout simplement parce que une personne avait vu que je travaillais sur le métaverse ici à l'UTT et donc m'avait invité. Puisqu'ils ont plein de techniciens. Le Shift, c'est une asso d'ingénieurs. Globalement, ça a été monté par des polytechniciens, il n'y a que des ingénieurs, c'est par des ingénieurs pour des ingénieurs. Mais là, ils étaient un petit peu embêtés parce qu'ils se disaient le métavers, finalement, on trouve que c'est un petit peu flou.
Et puis, on se rapproche dangereusement de la prospective. Finalement, notre question, quand on a envie de mesurer l'impact environnemental du métavers, c'est déjà de se dire qu'est-ce que ça va être le métavers. Si on ne sait pas ce que c'est, on va avoir du mal à en mesurer son impact, à en mesurer l'impact. Et donc, ils m'ont fait venir en disant, un sociologue, il pourra nous anticiper les usages. C'était la grande déception, que je ne puisse pas leur expliquer ce que seront les usages d'une technologie mal définie dans 30 ans. Mais ça a fait l'objet de super séances de travail collectives. De manière générale, en fait, on a un deuxième problème, c'est qu'au-delà d'avoir du mal à définir ce que c'est le métavers pour pouvoir faire la mesure de l'empreinte environnementale, c'est déjà difficile tout court de faire de la mesure d'empreinte environnementale du numérique pour des choses qui existent. C'est un gros enjeu de lutte, puisqu'on a plusieurs... pour faire très simple, par exemple, je vous donne un argument. Il y a un super article de Anne Pasek qui est sorti en 2023, PASEK, dans Big Data and Society, j'ai plus le titre exact, mais qui relève toutes les raisons qui font que mesurer de l'empreinte environnementale numérique, c'est un casse-tête. Et qu'on ne peut pas réellement avoir de convention de mesure totalement partagée. Un seul exemple, est-ce que si je veux faire la mesure de l'empreinte environnementale du numérique, que ce soit du métaverse ou de manière générale du numérique, j'utilise une approche top-down ou bottom-up. Est-ce que je me dis, je fais des mesures au niveau macro de consommation, j'essaie d'avoir la consommation générale par exemple en France, et puis ensuite j'essaye d'extrapoler vers la consommation des petits terminaux, ou est-ce que je me dis finalement la consommation et l'empreinte carbone de mon système, c'est jamais que plein de terminaux, et puis des infrastructures réseau, et puis des serveurs, et donc que je pars de mes terminaux, je les accumule, et puis en faisant des grosses additions en permanence, j'arrive à une empreinte générale. En fait, le problème c'est quand on a des articles avec des personnes qui essayent de faire les deux types de mesures, ils arrivent à des résultats qui ne sont pas les mêmes. Donc on ne sait pas vraiment ce qu'on inclut, ce qu'on n'inclut pas. On a également des difficultés à avoir des conventions de mesure. Comment on mesure ? Est-ce que si je mesure un casque de réalité virtuelle, la consommation d'un casque de réalité virtuelle, je dois le prendre avec tel type d'instrument ou tel autre type d'instrument ? Est-ce que je le prends dans telle ou telle condition de température ? À quel moment ? En fait, ces consommations, elles vont varier. On a un certain nombre d'effets sur lesquels on peut revenir quand on s'intéresse aux usages. Mais en fait, la grande question pour pouvoir faire l'estimation de l'empreinte environnementale du métavers, c'est quels vont être les usages. Combien de casques ? Est-ce que déjà on s'arrête au fait que ce qui nous intéresse, ce sont les casques de réalité virtuelle ? Un des points sur lequel il y a un accord assez général dans les personnes parmi les chercheurs qui travaillent sur les empreintes environnementales, c'est que dans le numérique, ce qui compte, ce ne sont pas tellement les serveurs et l'infrastructure réseau, mais ce sont en premier lieu les terminaux. Le gros de l'empreinte, ce sont les terminaux. Donc les téléphones, les ordinateurs, et puis si on va vers le métaverse, des casques, qui sera un terminal de plus. Donc ce sont les terminaux qui ont cet impact. Mais à partir de là, si on veut mesurer l'impact, il faut sortir la calculette, mais pour sortir la calculette, il faut avant se dire quels vont être les usages. Donc combien de casques il va y avoir, combien d'utilisateurs, quand est-ce que ça va être utilisé, est-ce qu'on y passe une demi-heure dans la journée, est-ce qu'on y passe 2 heures par jour ? Donc tout ça, ce sont des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et on n'a aucune donnée tangible. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on doit se baser sur des fictions. D'accord. On peut, si on le souhaite, et c'est ce que j'ai fait à la fin, se dire, l'hypothèse de travail de Christensen pour l'étude qui a été commanditée par Meta, de dire que ça va suivre la courbe de déploiement du mobile, ça me semble être ahurissant et beaucoup trop optimiste. D'accord. En revanche, moi j'ai pas tellement de chiffres à apporter. C'est le drame du petit sociologue. Je peux vous sortir un chiffre au pif, je peux faire comme si j'étais économiste, mais la vérité c'est que j'en sais rien. Donc, je prends des scénarios, on construit des scénarios intermédiaires, de pessimiste à optimiste, et puis sur cette base-là, on sort notre petite calculette. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de nous dire, finalement, si ce qui convainc les acteurs publics d'investir dans le métavers, c'est la croyance dans le fait qu'on aurait un gros retour sur investissement parce que ça va suivre une hypothèse très forte, dans ce cas-là, mesurons l'empreinte environnementale associée à cette promesse très forte. Et dans ce cas-là, on arrive à quelque chose d'un petit peu catastrophique. Voilà. Et donc mon application là-dedans, c'était vraiment d'essayer de discuter avec eux de la production de ces scénarios. D'abord, dans une première phase, de leur faire comprendre qu'on ne pouvait pas anticiper ou deviner les usages.
Ensuite, discuter avec elle et eux dans quelle mesure notre propre équipe, quand on construit un scénario, on peut avoir des fantasmes. Type, on ira tous faire notre vie culturelle dans le métavers. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire on ira? Qu'est-ce que ça veut dire tous? Qu'est-ce que ça veut dire notre vie culturelle? Est-ce que ça veut dire qu'on pourra occasionnellement regarder un concert d'1 heure dans un monde virtuel avec un casque? Est-ce que ça veut dire qu'on va ne plus aller en concert et tout regarder sur notre ordinateur? Et puis une fois qu'on a ces éventuels usages, eh bien ce qui nous a intéressé, vous le verrez dans le rapport qui sera publié la semaine prochaine, on essaie aussi de donner des alternatives. Par exemple, la visioconférence en casque de réalité 3D, en casque de réalité virtuelle, qu'est-ce que ça consomme? Mais qu'est-ce que donnerait une conférence pareille, visioconférence, immersive aussi, par exemple avec une solution comme le jeu Gatherton, qui permet de faire de la visioconférence immersive, mais sans casque de réalité virtuelle, sans 3D lourde, là on a un impact environnemental qui serait bien plus faible. On garde le même terminal, mais du point de vue de l'utilité, et là encore une fois, pareil, cette question de comment on définit ce qui est utile ou non, eh bien on arrive à de bien meilleurs impacts environnementaux. Donc tout ça, ce sera mis dans un rapport. Le rapport final a été terminé il y a 1 semaine et il va être présenté la semaine prochaine au Shift. Donc je pense dans 10 jours, il est disponible sur le site. Voilà. Ouais. Moi j'avais une question par rapport à la démocratie dans tout ça. Vous dites qu'il y a des acteurs publics qui investissent tout massivement dedans. Est-ce que ça passe par des processus démocratiques, par exemple à l'Europe, est-ce que c'est débattu au Parlement? Ou est-ce que c'est débattu dans des... Ouais. Alors, on va y revenir avec un deuxième élément après sur finalement ce que c'est de la démocratie, parce qu'il y a des vraies questions qui émergent avec les enjeux environnementaux autour de la démocratie libérale. Sur le plan de est-ce que c'est un investissement démocratique, ça a été d'abord à l'échelle européenne, si on s'intéresse à elle, ça a été d'abord discuté par le Parlement européen, qui sont des élus directs. C'est maintenant discuté par la Commission, mais la Commission, finalement, elle n'existe que sous validation et sous mandat des députés européens, qui acceptent cette commission, sur proposition des États membres. Donc, en soi, à mon sens, ça n'a rien d'antidémocratique de faire ces décisions d'investissement. La question, c'est les personnes qu'on a élues considèrent qu'il faut le faire. Maintenant, ce qui m'intéresse moi et ce qui m'a intéressé en travaillant avec le Shift Project, c'est que on s'est retrouvé assez fréquemment, notamment lors de la présentation du rapport intermédiaire, où on invite un certain nombre de personnes à venir, une 50aine de personnes. Parmi elles, on retrouve une très grande part de cadres supérieurs d'entreprises du numérique ou de grandes entreprises françaises. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'une bonne partie de ces acteurs, à l'issue des présentations de ce rapport, notamment quand on évoquait les conflits d'usage des terres rares, c'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on veut des casques de réalité virtuelle ou est-ce qu'on veut pouvoir construire des IRM? Ça, c'est une question qui se pose d'ici à 25 ans. Est-ce que donc, on laisse faire le marché là-dedans? Parce que le principe des démocraties libérales, c'est quand même des démocraties capitalistes, c'est à la fois la puissance du modèle économique du marché et puis l'aspect démocratique de vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez, provient du fait que, et c'est dans la grande tradition du libéralisme économique, vous soyez, vous, et que je sois moi, libre d'acheter ce qui me semble utile. On n'attend pas d'un organe centralisé qui nous détermine ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui est utile, ce qui n'est pas utile. Vous êtes libre d'acheter ce qui vous semble subjectivement utile. Et c'est ça qui est supposé faire coller finalement assez bien vos besoins à l'allocation des ressources rares. Le problème, c'est qu'on arrive avec ces enjeux écologiques, notamment sur le numérique, au fait que eh bien, cette liberté des acteurs à choisir ce qu'ils veulent acheter va nous amener à devoir faire des choix un petit peu difficiles. C'est-à-dire que si on se dit que demain, il y a des personnes qui sont prêtes à mettre plus d'argent pour pouvoir avoir un casque de réalité virtuelle que ne peuvent se permettre de le faire des hôpitaux pour construire des URM, les terres rares, elles iront vers ces acteurs, vers ces casques de réalité virtuelle. Et donc, je me retrouvais à ma grande surprise, avec des cadres sub de grandes entreprises françaises qui nous expliquaient que peut-être il fallait que les pouvoirs publics reprennent la main pour qu'on détermine collectivement les besoins. Et j'étais à me dire, waouh, c'est incroyable, ça remet en cause un tabou complet. Ça fait 200 ans que la tradition libérale, elle nous dit il faut que les individus déterminent eux-mêmes comment on alloue les biens rares. Oui, mais ça, c'est même pas vrai, ça, parce qu'on voit bien qu'il y a des normes qui dirigent quand même les individus. Alors, absolument, il y a toujours des normes et les marchés n'existent que parce qu'ils sont cadrés. Mais si on s'intéresse par exemple à l'obligation, à l'interdiction sur les marchés de consommation,
De manière générale, il y a des enjeux. Le premier enjeu qui peut amener les pouvoirs publics à vous interdire d'acheter quelque chose ou de le mettre en vente, ça va être des enjeux de sécurité ou de santé. On n'a pas le droit de vendre de l'alcool à des mineurs. On n'a pas le droit de vendre de la cocaïne. Pourquoi ? Parce qu'on considère que c'est dangereux. C'est dangereux, donc on interdit. Mais quand on est sur quelque chose qui n'est pas forcément, qu'on ne considère pas comme dangereux, notamment du point de vue de la morale ou de la santé, liberté. Alors, liberté, encore une fois, oui, sous tonne de contraintes, si on va dire Michel Foucault, mais liberté des acteurs de commercer. Vous déterminez ce qui est utile pour vous, et on a vu sous l'URSS que c'était pas très pratique quand un État central cherchait lui-même à déterminer les besoins de chacun. L'économie n'est pas hyper optimale. Mais là, on se retrouve face à cette grande contradiction qui est, en fait, on va devoir, à un moment, trouver d'une manière ou d'une autre, pour un certain nombre de biens, une manière de redéterminer collectivement des priorités. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé. Enfin, je ne m'attendais pas à voir ces cadres supérieurs d'entreprises privées en France être d'accord avec ça. D'habitude, c'est plutôt des trucs de groupuscules de gauchistes. Et là, non. Mais en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on nous a tout le temps fait croire, depuis le capitalisme libéral, par exemple, l'Europe, l'ouverture du marché et tout, on nous a tout le temps fait croire que c'était quelque chose de naturel et que ça devait suivre les forces du marché, etc. Mais en fait, c'est des décisions politiques et qu'on aurait très bien pu faire autrement. Et que ça, c'est qu'on avait des au débat démocratique. Et là, c'est pareil. On se retrouve à suivre, soi-disant, il faut être dans la marche. Mais nos élus avaient de bonnes raisons de le faire. Enfin, c'est-à-dire que, au-delà de savoir si... Ah, ils sont élus. Par définition, ils sont élus. Mais déjà, il faut savoir qui sont nos élus. Enfin, est-ce qu'ils représentent vraiment qui on est ? Non. Là, c'est ça. Là, en fait, ça transfère le débat vers la question de la démocratie représentative versus démocratie participative. Absolument. Mais c'est une question qui nous éloigne un peu du métavers. Mais je suis d'accord avec vous. C'est un vrai enjeu, finalement, de quelle est l'idéologie des élus, quelle est l'idéologie de la population. Est-ce qu'on a un transfert direct ? C'est la place de la démocratie représentative, ouais, que vous interrogez ici. Mais une fois qu'ils sont élus, bon... N'oubliez pas d'aller voter les élections européennes le 9 juin. Absolument. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions en ligne auxquelles il fallait répondre. Ah oui, et si vous savez quelqu'un en ligne des questions, c'est le moment. Si quelqu'un avait un... Les diapos d'inventation, oui, je pourrais les donner. Ok. Le livre La Tech est disponible à la BU, super. Ok, accès à dépôt, oui. Et... Bah oui, je l'avais fait commander par la BU au début de l'année, c'est vrai. Et voilà. Et je l'ai redéposé il n'y a pas longtemps, donc vous pouvez les lire. Oui, on vous envoyerait les diapos aussi. Je les transmettrai. Et vous pouvez me donner, moi je vais transmettre ça sans problème. Ok. C'est parfait. Bah, si il y a des questions. Mon petit, parce que j'ai vu beaucoup de métaverses qui se lançaient avec les NFT à côté, etc. Ouais. Donc c'est vraiment, ils veulent faire de la spéculation du coup sur les NFT, du coup sur les biens virtuels qui sont dans le métaverse. Sauf qu'on sait maintenant que ces NFT, c'est dérégulé, que l'argent qui est n'est pas forcément très propre. Est-ce que du coup le financement des métaverses n'est pas aussi fait par les organisations plutôt criminelles? Alors ça, c'est une question que je me suis posée, pour laquelle j'ai aucun élément de réponse, et qui pour moi renvoie, oui, la place des NFT, de manière assez générale, en fait, ça renvoie également au même type de questions que sur les crypto-monnaies. On se retrouve à être dans cette espèce de zone grise où on ne sait pas trop quel type d'acteur a intérêt à ce que ces marchés fleurissent. Est-ce que ce sont des spéculateurs un petit peu classiques qui cherchent des fortes rentabilités à haut risque, ou est-ce que ce sont des personnes qui peuvent tout simplement profiter pour faire du blanchiment d'argent? Pour le coup, moi, j'ai pas du tout travaillé là-dessus. Donc ça, c'est un peu un angle mort de mon petit travail. Mais c'est une excellente remarque, et je suis d'accord avec vous, il y a un truc qui doit être creusé, qui mérite d'être creusé, qui le sera sans doute. Ok, et ben merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur Migros. Merci à tous pour assister. Et on vous rejoint à la prochaine. Je vous dis à la prochaine, merci. Si vous voulez, on a encore de spéculoos, de